À l'heure où l'Arabie saoudite accueille le sommet du G20, un sommet virtuel, pandémie oblige, beaucoup de voix dénoncent la situation catastrophique des droits de l'homme dans le pays. Mais la situation n'est pas près de changer compte tenu des spécificités du régime saoudien. Une monarchie absolue, familiale, islamique, richissime. Donc l'Arabie saoudite est sûre de son bon droit, certaine d'avoir raison. L'Arabie saoudite se voit puissante à juste titre. C'est le plus grand pays du Moyen-Orient, le plus grand pays aussi du monde arabo-musulman avec l'Algérie. 2 millions de kilomètres carrés, elle occupe 80% de la péninsule arabique, 33 millions d'habitants. Tous ses voisins appartiennent au monde musulman. Au sud, Oman, le Yémen. À l'est, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn. Au nord, le Koweït, l'Irak, la Jordanie. Berceau de l'islam, l'Arabie saoudite abrite aussi les deux lieux les plus saints de cette religion, Médine et la Mecque. Elle se voit donc comme au centre du monde musulman sunnite. Elle en est le leader, elle incarne ce monde aussi vis-à-vis du principal rival politique et religieux dans la région, l'Iran chiite. L'histoire explique pourquoi en Arabie saoudite, deux institutions détiennent le monopole de la définition des droits, la famille régnante et le clergé. En 1744, le premier État saoudien est constitué sur la base d'un partage du pouvoir. Le pouvoir politique à la famille des Saouds, le pouvoir religieux à un prédicateur et à sa famille, Mohamed ben Abdel Wahhab. C'est le pacte de Daria sur lequel est encore fondée aujourd'hui l'Arabie saoudite et la naissance du wahhabisme, cette version rigoriste de l'islam sunnite. C'est aussi la naissance de cette monarchie absolue, familiale, héréditaire. Peu ou prou, depuis, rien n'a fondamentalement changé, malgré les conflits avec l'Égypte, l'Empire ottoman, etc. Une série de monarchies se sont succédées jusqu'à la dernière version, 1932, nouveau royaume fondé par Abdelaziz ibn Saoud, toujours la même famille. Et depuis, le pouvoir se transmet dans cette même famille de frère en frère ou de génération en génération. C'est donc toujours la même famille qui détient le pouvoir. Quant au pouvoir religieux, il est toujours entre les mains des descendants de la famille d'Abdel Wahhab. L'histoire la plus récente, c'est l'apparition dans le jeu du jeune MBS, Mohamed Ben Salman, aujourd'hui âgé de 35 ans. Son père, le roi Salman, a décidé de briser la tradition de la transmission du pouvoir de la façon adelphique, c'est-à-dire de frère à frère. Et il a décidé de confier le pouvoir à l'un de ses fils, MBS. Ce faisant, il recentre le pouvoir dans le lignage dominant de la famille Saoud. Et ces dernières années, MBS, avec l'aide de son père, a écarté ses principaux rivaux, tous membres en réalité de sa famille. Il a en réalité écarté les concurrents dans la course à la succession pour peu à peu concentrer sur lui-même tous les pouvoirs. Nous sommes donc en présence d'une monarchie absolue, personnalisée. Là encore, l'Arabie saoudite possède les attributs de la puissance, ce qui conforte le sentiment de ses dirigeants de ne pas avoir à rendre de compte sur les droits de l'homme. Depuis la découverte de pétrole en 1938, l'Arabie saoudite est devenue le premier producteur mondial, la première économie de la région, le 18e PIB au monde, le leader de l'OPEP. Cette manne pétrolière lui permet aussi de garantir la paix sociale par la distribution abondante de subsides. Elle lui garantit aussi l'alliance stratégique avec les États-Unis qui ne s'est jamais démentie depuis les années 40. Cela renforce encore le pouvoir saoudien, peu désireux de rendre des comptes. Cela dit, l'économie est l'un des rares facteurs qui peut conduire à une évolution.
La chute des cours du pétrole, combinée à l'épuisement programmé à terme de cette ressource fossile, a conduit MBS à vouloir diversifier l'économie saoudienne. C'est le plan baptisé Vision 2030. La future et nouvelle économie saoudienne pourrait reposer davantage sur la multiplication des entreprises privées, sur la culture, sur les nouvelles technologies. Et cela pourrait indirectement améliorer les droits des femmes avec un meilleur accès au travail et compte tenu aussi de leur poids de consommatrices. La conséquence de ce paysage, c'est que le pouvoir saoudien se moque éperdument des droits de l'homme. Ils n'ont pas de place dans le logiciel saoudien. L'Arabie saoudite possède l'un des bilans les plus catastrophiques au monde en matière de droits de l'homme. Pas de liberté d'opinion, pas de liberté d'expression, pas de liberté d'association, pas de parti politique, pas d'élection au niveau national, pas de liberté religieuse. Les opposants sont poursuivis, torturés, systématiquement assimilés à des terroristes. Parfois, ils sont même directement assassinés, comme Jamal Khashoggi, découpé en morceaux, faut-il le rappeler, dans le consulat saoudien à Istanbul en 2018. Pas de liberté de la presse non plus. Le pays est classé 170e sur 180 dans le classement mondial de Reporters sans frontières. Plus de 30 journalistes ou blogueurs sont emprisonnés, dont le cas célèbre de Raif Badawi. Aucun droit pour la communauté LGBT, très peu de droits pour les femmes. L'homme est considéré comme supérieur à la femme. C'est une société extrêmement patriarcale. La femme ne peut quasiment rien faire sans avoir au préalable l'aval de son mari, de son père ou de son frère. Les mariages sont pour la plupart arrangés. Moins de 20% de la population féminine a accès à un emploi. La situation s'améliore lentement, mais à la marge. En 2011, les femmes ont obtenu le droit de vote. En 2018, le droit de conduire. L'Arabie saoudite était le dernier pays au monde où les femmes n'avaient pas le permis de conduire. Sauf que, ironie de l'histoire, les militantes qui combattaient pour ce droit sont toujours derrière les barreaux. Donc on se résume, en Arabie saoudite, le droit, c'est soit la famille saoud qui le définit, soit la religion. Le Coran est considéré comme la constitution du pays et l'apostasie est passible de la peine de mort. D'ailleurs, il y a de très nombreux délits qui sont passibles de la peine de mort. L'adultère, la sodomie, le trafic de stupéfiants, la défiance vis-à-vis de la famille royale, le vol à main armée, l'homicide volontaire. En 2019, Amnesty International a dénombré 184 exécutions en Arabie saoudite, un record. Et dans la plupart des cas, ces exécutions s'opèrent par décapitation au sabre. La démographie, c'est l'autre facteur susceptible, avec l'économie, de faire évoluer la situation des droits de l'homme dans le pays. L'Arabie saoudite est jeune. Les 2/3 de la population ont moins de 30 ans. Ce fut longtemps un pays constitué de nomades, jusqu'à il y a encore une soixantaine d'années. Aujourd'hui, la population s'est sédentarisée et les plus jeunes sont généralement des urbains, éduqués, souvent occidentalisés par l'accès à la culture, aux réseaux sociaux, au numérique, aux jeux vidéo, etc. Il y a donc une aspiration à la liberté, en particulier chez les femmes qui sont nombreuses à vouloir travailler. Un seul exemple. Il y a quelques mois, le service des douanes et des passeports a annoncé son intention de recruter 140 femmes pour travailler dans les aéroports ou les postes frontaliers. Eh bien, ils ont reçu plus de 100 000 candidatures pour ces 140 postes. Regardons à présent la psychologie du prince héritier MBS. Il cherche à jouer sur cette corde de l'évolution démographique en adoptant une image de modernisateur, en cherchant à répondre à certaines aspirations des femmes, en limitant les pouvoirs de la police religieuse. Mais c'est aussi un calcul. Tout indique dans la psychologie de MBS que c'est surtout un homme qui cherche à concentrer le pouvoir et à éliminer tous les opposants. Il est prêt à tout pour parvenir à ses fins. De ce point de vue, il cultive le nationalisme. C'est un atout pour lui. En fait, c'est un changement de génération, pas tellement un changement fondamental de logiciel. Et dans ce logiciel saoudien, on l'a compris, il n'y a pas de place pour les droits de l'homme.